En effet, nous voici à Roland-Garros. Hier, j'accueillais le professeur Louis Le Prince-Ringuet. Aujourd'hui, mon invité est Guy Lagorce. Guy Lagorce, journaliste, écrivain, lauréat du récent prix Goncourt de la Nouvelle pour un recueil justement de nouvelles, les héroïques, mais aussi témoin de la première ligne, témoin même, je devrais dire, de première ligne de la grande histoire du sport, ancien recordman d'Europe du 4 x 100 mètres. Je ne sais pas s'il s'agit là d'un très vieux souvenir. Il y a combien d'années? Il y a maintenant, oui, près de 20 ans. C'était l'âge de nos 20 ans, donc il y a un peu plus de 20 ans. Alors il y avait quels autres coureurs avec vous pour ce 4 x 100 mètres? Ah, la grande équipe était, dont je n'étais quand même que le quatrième, était Delecourt, Jocelyn Delecourt, Claude Picmal, Genevet et moi. Alors comment réagissez-vous ici à Roland-Garros lorsque vous regardez du tennis, vous qui avez consacré vraiment toute cette jeunesse à l'athlétisme? Est-ce la même dimension? Oui, tout à fait. Le sport, à partir d'un certain niveau, arrive tout de suite à la même dimension. Ce qui me frappe dans le tennis, c'est que lorsque nous y jouons, vous et moi, je suppose, il y a quand même une grande part de hasard dans ce que nous faisons. Et là, ce que nous avons sous les yeux en ce moment même, c'est l'extraordinaire faculté qu'ont ces garçons et ces filles de réduire le hasard au minimum. C'est ça, finalement, être un champion, c'est guider sa propre action, être en somme le passager de son propre corps pour le conduire comme l'on veut, qu'il y a la part la plus mince laissée au hasard. Guy Lagorce, arrivez-vous à installer une relation, mais vraiment étroite, entre le sport et l'écriture? Car vous êtes journaliste et vous êtes écrivain, et vous n'en êtes pas à votre premier livre. Non, je sors mon 5e roman à la rentrée, mais je crois qu'il y a, comme dans tout effort, l'écriture, Jacques, vous savez ce que c'est, ça demande un très grand pouvoir de concentration, de s'isoler du monde extérieur. Il faut que, à ce moment-là, c'est un réflexe peut-être égoïste, je ne sais pas, mais qu'il n'y ait plus ni femme, ni enfant, ni presque d'amis, ni quoi que ce soit. Il faut que le temps que l'on consacre à l'écriture soit extrêmement intense véritablement. Et je crois qu'en sport de très haut niveau, il faut aussi se refermer sur soi pendant le temps que dure cet effort-là. C'est la seule, cela dit, c'est le seul point commun. Enfin, chaque livre de Guy Lagorce reçoit un accueil favorable du public et des jurys. Si on considère par exemple votre dernier livre, Les Héroïques, il a eu le prix Caz et il a eu le prix Goncourt de la Nouvelle. Oui. Il y a eu également un premier roman, je crois que c'était le premier, Ne pleure pas. Ne pleure pas, qui a été adapté au cinéma par Jacques Arthaud et la télévision, et qui avait eu le prix des Maisons de la Presse à ce moment-là. Oui. Vous êtes sensible non pas aux honneurs, parce que je crois que ça ne se place pas sur parce ce que plan. comme j'étais un mauvais élève à l'école, ouais. Je suis ravi que mes professeurs qui vivent encore voient que j'ai des prix maintenant. Alors, la revanche du cancre. Mais est-ce qu'il y a un peu d'autobiographie? Car si l'on considère ne pleure pas, on s'aperçoit que c'est quand même la faillite d'un couple. Alors ça n'est pas du tout quand même. On ne se regarde pas pour écrire. Non, je crois qu'il ne faut surtout pas se regarder pour écrire. Je crois qu'il faut être un filtre. Il faut tamiser toutes les sensations que l'on reçoit, mais surtout pas se mettre en scène soi-même, parce que si l'on veut faire un roman, ce qui s'appelle un vrai roman, il faut n'être qu'un catalyseur, recevoir les émotions, les transformer, bien ou mal, c'est au lecteur de juger, mais il ne faut surtout pas soi-même se mettre en scène parce qu'on occuperait son propre horizon, et je ne pense pas que ce soit très bon, sauf si on s'appelle Pascal ou Mauriac. Et puis je crois qu'il faut maintenant totalement gommer, effacer les vieilles images d'Épinal, car lorsqu'on regardait le sport, on disait que les champions étaient ou des analphabètes ou des attardés. Vous savez quels étaient les bruits qui circulaient. Or il faut se rappeler quand même ce qu'était Monterland, comment il a écrit, ce qu'a dit Paul Morand, ce qu'a pu dire Kléber Hédin, et ce que dit encore Antoine Blondin. Je crois que les choses n'ont jamais été comme ça, aussi simplettes. Non, parce qu'en France, c'est un très vieux pays et très manichéen, où un jour notre principal philosophe, Descartes, décida de couper sec l'esprit et la matière. Et depuis ce temps-là, il y a d'un côté ce qui est bien, c'est l'esprit, ce qui est mal, c'est le corps. Il y a d'un côté Dieu qui est l'esprit, le diable qui est le corps. À la rigueur, la laine chaude et dans l'ombre des lits, sacrifions à la bête, mais que le corps serve à faire l'amour et à ingurgiter des nourritures. Mais pour le reste, c'est suspect. Le tendon et le muscle peut paraître réactionnaire, disons. Je crois que c'est une idée fausse dans les pays anglo-saxons comme l'Amérique. On peut être à la fois un champion de course à pied et un prix Nobel. En France, c'est encore difficile, et c'est pourquoi j'étais ravi de ce qui s'est passé hier, parce que Les Héroïques, donc, après ces prix, va être porté sur Antenne 2 dans un premier temps, et peut-être au cinéma ensuite, je ne sais pas encore, mais enfin, va être porté à l'écran. Et qui est-ce qui le réalise? C'est Yves Boisset. Yves Boisset, il y a 20 ans, courait au PUC avec moi. Nous étions deux coureurs. Il a été champion de France. Il a été champion de France, c'était un très très bon coureur. Et je trouve qu'il y a là 400 mètres, comme son père, qui a été un très très grand coureur.
Et je trouve qu'à 20 ans d'écart, les deux coureurs du PUC, un fait un bouquin et l'autre le met à l'écran, je vois là un signe, disons, qui me plaît. Oui, mais cette fois-ci, Guy Lagorce, vous êtes parti sur les chemins de la littérature et vous n'allez plus vous arrêter. Alors il y aura un choix à faire entre le journalisme, et je vous vois attentive ici à Roland-Garros, vous suivez tout, et puis quand même l'écriture, et je dois dire que là, il faut avoir du temps, il faut avoir une forme de solitude, et il ne faudrait faire que cela. Hélas, rares sont les écrivains qui peuvent vivre seulement de leur plume. C'est assez dur, là, oui, à moins de s'écarter de la vie, de s'enfermer dans sa tour et de ne plus prendre en charge, disons, beaucoup de choses de la vie. Oui, mais encore là, il faut réussir à avoir des livres qui marchent. Bien sûr, oui. Non, c'est la petite tragédie de tous les écrivains. Faut-il que j'écrive en plus ou faut-il que j'écrive complètement c'est quelque chose. Et puis il y a toujours le prochain livre. Alors là, vous êtes comme tous les autres, et c'est peut-être le défaut de l'écrivain de se lancer à un certain moment sur une trajectoire et de penser déjà, alors que nous sommes en juin, de penser à septembre, de penser à octobre, novembre, c'est-à-dire de penser au prix littéraire. Ce matin même, j'étais chez Grasset, où j'apportais la dernière ligne du manuscrit définitif de mon prochain roman, La raison des fous, qui sortira en septembre. C'est vrai que je suis déjà dans le roman qui va sortir. Oui, mais vous êtes surtout dans la course au prix littéraire, et parfois j'estime que ça n'est pas convenable. Ça, écoutez... vous le savez bien, vous êtes dans la course au prix littéraire. Oui, je serai dans la course, mais vous savez, après tout, on ne demande pas au cheval qui va courir l'Arc de Triomphe s'il veut courir l'Arc de Triomphe. Il se trouve que ce cheval-là, et je crois que l'image n'est pas mauvaise, après tout, ce cheval aura été sélectionné par des entraîneurs, par des jockeys, par qui vous voudrez. Ce cheval va se retrouver à courir. Mon Dieu, c'est comme ça, vous vous retrouvez. Après tout, lorsque j'ai commencé à faire de la course à pied, je ne pensais pas un jour que je serais dans l'équipe de France. Lorsque j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas du tout qu'un jour je serais dans la course au Grand Prix de la rentrée. C'est la vie qui passe, c'est la vie. Blondin, justement, disait un jour, on lui posait la question « Qu'avez-vous fait de votre vie ?» Il dit « Demandez-moi ce que la vie a fait de moi. » Je ne sais pas. Il faut, je crois, être modeste et attentif et suivre les choses. Et vous avez de la nostalgie pour toutes ces années où vous étiez champion? Ah non, pas du tout. Non. Et non, maintenant je suis journaliste au Figaro, je suis heureux, je suis un écrivain heureux et je n'ai pas du tout de nostalgie parce que j'ai pu rebondir dans la vie. Et parfois, j'ai gardé de très 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 bons amis de ce temps-là et très fidèles, bien que nous ayons eu après des vies divergentes, nous nous voyons très régulièrement. Et d'autres en revanche que je revois avec peine parce qu'ils traînent derrière eux une vie déjà finie. Vous savez que c'est terrible d'être athlète d'une certaine manière parce que un athlète est un homme qui meurt à 30 ans. À 30 ans, vous n'aurez plus jamais les sensations que vous avez eues avant. Vous avez été tellement attentif à votre propre corps, à des tas de choses, et vous vous sentez décliné. Un athlète, c'est une expérience unique que de se sentir mourir à 30 ans. Ou bien on se laisse mourir, et malgré tout, beaucoup de sportifs, hélas, traînent derrière eux ce passé, et d'autres peuvent rebondir et recommencer leur vie dans un autre domaine. Enfin, vous êtes bien reconverti, vous, mais vous aviez manœuvré pour cela, ou vous aviez suivi des études, ou simplement l'athlétisme était un passage dans votre vie? L'athlétisme est un passage. J'ai pris les choses comme elles venaient. Lorsque j'étais petit garçon, j'avais, aussi loin que ma mémoire puisse, j'ai toujours su que j'écrirais des livres. Ça, j'en étais persuadé. Mais comme je vivais dans un village de 300 habitants, dans le sud-ouest, en Dordogne, je n'osais pas penser que je deviendrais journaliste parce que je croyais qu'il fallait être fils d'archevêque, pour le moins, voyez-vous. Et alors, le journalisme n'est venu qu'après. Mais j'ai toujours su, petit garçon, que j'écrirais. Et vous avez continué sur cette voie. Et j'ai continué sur cette voie. En espérant, parce qu'il faut penser à tous ceux qui n'ont pas su se reconvertir, vous le disiez à l'instant, et qui prennent des vies. Il faut aussi penser à la difficulté. Regardez, les danseuses de l'opéra. Je crois qu'on les met à la retraite à 38 ans. Bien sûr. Alors qu'elles peuvent danser encore. Mais ce sont des règles. Avec lesquelles il faut jouer. Je vous dis qu'un sportif connaît une première mort. Et c'est peut-être pourquoi il se passe des choses en ce moment avec les Jeux Olympiques et tout cela, que ces garçons ou ces filles qui veulent à tout prix aller à des Jeux qui sont une parodie, à mon sens, totalement ridicule, qui n'ont plus d'Olympique que le nom, qui sont quelque chose... Il faut les appeler les Jeux de Moscou. Ce sont les Jeux de Moscou, c'est fini les Jeux Olympiques. Eh bien, ces garçons et ces filles ne se rendent pas compte, tant est grande leur tension, tant ils sont braqués sur ce phénomène, qu'ils vont aller se jeter dans quelque chose qui est un peu indigne. Je déjeunais tout à l'heure avec notre ami Pierre Salviac dans Antenne 2 et Léo Lacroix. Léo Lacroix, qui est un ancien champion du monde de ski, médaillé olympique et tout, quittait Killy à l'instant même. Et il me disait son désespoir de voir les Français aller aux Jeux Olympiques, parce qu'il me dit, écoute, lorsqu'on courait avec Jean-Claude, Killy, s'il n'y avait pas eu les Autrichiens et les Suisses, je te jure qu'on n'aurait pas osé courir. Je te jure que les médailles qu'on aurait ramassées, on n'en voulait pas. Alors je me dis, pourquoi ces garçons
qui sont sûrement des gens très bien dans l'ensemble, pourquoi ne se rendent-ils pas compte qu'ils vont commettre quelque chose qui est contre le sport, qu'ils vont aller chercher des médailles pour une satisfaction extrêmement brève qui les engage dans leur vie. Ils auront fait un choix dans leur vie. Peut-être dans 20 ans, ils se rendront compte du choix qu'ils ont fait. Mais peut-être aurait-on pu mieux les aider à le faire. Mais Guy Lagorce, vous avez été sélectionné olympique. Oui, j'ai été aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Et vous en gardez, je ne dirais pas la nostalgie, mais le souvenir ému quand même. J'en garde un souvenir, mais je ne pense pas que ça a été la chose la plus importante de ma vie. Ils s'en foutent beaucoup. Écoutez, je crois que le sport est une chose passionnante. C'est passionnant, de faire quelque chose de sa vie. Mais il ne faut pas non plus croire que chaque fois que l'on fait quelque chose, c'est la parole sacrée écrite dans le marbre. Il faut quand même pouvoir prendre du recul, regarder la vie du monde autour de soi. Et c'est que j'ai regretté lorsque j'étais sportif. Moi, je sortais d'un petit village, comme je vous l'ai dit, 300 habitants. On a commencé à faire le tour du monde. Il s'appelait comment ce village? Il s'appelle toujours La Bachellerie, en Dordogne, près de Sarlat, où je reviens tous les étés. J'ai une maison là-bas, à Belnac, à côté de Sarlat. Bon, et je voulais voyager, je voulais sortir de ce pays que je trouvais un peu étroit, je voulais voir autre chose. Bon, et j'ai un souvenir net des premiers voyages que j'ai faits, c'était en Grèce. En Grèce, nous sommes allés là-bas courir contre la Grèce, et je ne sais plus. Vous voyez, comme quoi les courses, tout ça, il en reste quelque chose de global, mais je ne sais même plus contre qui, et peu importe. Eh bien, j'ai vu pendant ce temps-là des copains, volets fermés, parce que le soleil c'est mauvais pour les athlètes, taper la belote pendant des jours de la Grèce. Ils ont vu le stade, l'aéroport et leur chambre d'hôtel. Alors, franchement, Jacques, moi j'aurais aimé qu'il y ait un entraîneur de moins et peut-être un humaniste de plus dans cette équipe qui dit écoute, arrête de jouer à la belote, viens, ou au moins qu'il parle avec eux. Parce que personne. Voilà un point important. Parce que personne, ça des entraîneurs on en avait, oh là là, ça des médecins on en avait, si on avait un peu mal au ventre, on était très très bien soignés. Mais il y avait beaucoup plus grave que le mal au ventre. Il y avait beaucoup plus grave, c'était ces types enfermés dans leur chambre et tapant la belote au pied du Parthénon qu'ils n'ont jamais vu. Alors, si on traverse l'athlétisme, ou le sport en général, ou le tennis comme cela, eh bien, mon Dieu, je dis que ça n'est pas la peine à ce moment-là et que ça ne vaut pas le coup. Si on ne profite pas de la chance du si voyage, la chance de la rencontre. Fantastique de faire le tour du monde à 20 ans. Mais Guy Lagorce, je reviens aux Jeux Olympiques. Bon, vous avez été très précis, et je crois que nous avons la même opinion, ce sont maintenant les Jeux de Moscou. Mais je crois qu'on peut dire que nous n'étions pas pour le boycott, mais à partir du moment où véritablement toutes les nations n'y vont pas, ce ne sont plus des Jeux Olympiques. Voilà, Jacques, il y a deux positions différentes. Il y a la position morale, on peut en parler tout à l'heure, il y a la position technique. À partir du moment où il n'y a pas d'Allemagne, pas de Japon, pas d'États-Unis, pas de Kenya, avec Renault, qui a 4 records du monde, pas de Canada, qu'il y a une 60aine de pays qui n'iront pas, et que parmi ceux qui y vont, beaucoup se retirent. Il n'y aura pas de cavaliers parmi même les pays officiellement inscrits. La championne du monde de natation, la petite Australienne qui a 2 records du monde, n'ira pas, bien que l'Australie officiellement y aille. Je veux dire que les gens vont se retrouver là-bas dans un déferlement de propagande, dans un déferlement absolu. Ce sera une fête, une spartakiade, puisqu'il est écrit que avoir les Jeux Olympiques pour les Soviétiques récompense la justesse de leur politique extérieure. C'est un piège extravagant. Les sportifs disent, moi je ne fais pas de politique, je vais là-bas, c'est faire la pire des politiques. Oui, mais Guy Lagorce, il y a une grande ambiguïté, une forme, je ne dirais pas de compromission, mais enfin quelque chose de bizarre. Car il est vrai qu'on le lit dans la presse, on l'entend à la radio et on le voit à la télévision, on condamne d'une certaine manière ces Jeux Olympiques aujourd'hui à 50-50. Mais dans le même temps, les journaux vont parler de ces Jeux Olympiques. Tous les envoyés spéciaux de tous les journaux seront là-bas. Non, ils ne seront pas tous. Alors, faut-il, c'est une question que je vous pose, estimez-vous qu'il est bon de retransmettre, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Je crois qu'il est Je bon... parle de cérémonie d'ouverture. J'entends bien. Je crois qu'il est bon de la retransmettre avec un commentaire à plat, comme on dit dans le métier, je veux dire un commentaire très factuel, et qu'on voit le déferlement des drapeaux blancs, c'est-à-dire les nations, parce que, attention, on est quand même hypocrite, on va aux Jeux Olympiques, mais on ne s'appelle plus France, on s'appelle Comité National Olympique et Sportif Français. Monsieur Soisson, la belle affaire, n'ira pas, lui. Il envoie des athlètes, mais il n'y va pas, parce que le gouvernement français ne sera pas représenté. Dieu, quelle hypocrisie, on appellera des athlètes, alors, au lieu de leur mettre un maillot tricolore, on leur mettra un coq. J'ai toujours pensé que c'était l'animal le plus stupide. Je crois que on va voir une cérémonie d'ouverture, donc avec ces nations qui n'oseront pas dire leur nom, derrière des drapeaux blancs. Vous savez ce que c'est un drapeau blanc, même s'il a des cercles dessus. Et à côté, toutes les nations de l'Est vont entrer drapeau au vent, avec 400 types derrière le drapeau. Le public russe ne saura pas ce qui se passe. Vous pensez bien qu'il ne va pas être informé. Il va voir des nations, on leur dira que c'est la France, ils ne sauront pas que ces nations ne sont pas au complet. Il ne saura rien. Il pensera que c'est effectivement un triomphe. Vous pensez que le public russe n'est pas prévenu? Mais vous savez, le bouche à oreille, quand même.
Le bouche à oreille marche malheureusement en URSS, il y a de petites oreilles et de petites bouches. Vous le saviez mieux que quiconque. Et savez-vous qui est derrière la Grèce, qui entrera derrière son drapeau blanc, je suppose, et non pas bleu et blanc. Quel est le premier pays qui va entrer? Non. C'est l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan sera là-bas, les rescapés au moins, j'espère qu'il n'y avait pas trop d'athlètes massacrés ces temps-ci. Ils vont entrer derrière leur drapeau. Eh bien écoutez, je veux bien qu'un athlète soit un type qui s'occupe de sa performance, mais avoir le culot d'entrer sur le stade, derrière un pays qui s'appelle l'Afghanistan, qui va défiler derrière son drapeau, moi ça me paraît rude. Je veux dire que les questions sont posées et qu'il est très difficile d'y répondre et je ne sais pas du tout comment les choses se passeront. Mais enfin, il y a encore quelques jours pour y penser. Alors, je reviens, Guy Lagorce, aux Héroïques, qui est, je le rappelle, le prix Goncourt de la Nouvelle. Et cette fois-ci, vous avez écrit 13 récits, 13 nouvelles, et vous avez souhaité faire vivre le sport, mais de l'intérieur. Et ça n'est pas en spectateur que vous avez installé vos personnages, mais vous les avez fait vivre et vous vous donnez vous-même un héros. Et là, on pourrait condamner un peu le procédé, c'est-à-dire dire Guy Lagorce sacrifie à l'élitisme, car on ne voit que des champions, on ne voit que des héros, et vous revendiquez d'une manière totale le bonheur, la force de vaincre. Ou le désespoir. Ou le désespoir. Ou le désespoir. Mais d'abord gagner. D'abord gagner parce que, j'en parlais hier avec des confrères qui me faisaient cette réflexion également. Mais voyez-vous, j'ai voulu faire un livre qui n'est pas sur le sport, qui est sur la haute compétition. Parce qu'on appelle sport le monsieur qui va courir avec madame le matin au bois de Boulogne. Et on appelle sport ce qui se passe sous nos yeux en ce moment, du tennis de très haut niveau, ou les Jeux Olympiques ou autre chose. Le sport de haut niveau est quelque chose qui, parce qu'il est poussé très en pointe, n'est plus du sport. C'est un phénomène de société. Et j'étais très frappé, et je voulais donc écrire un livre qui raconte ces types un peu de l'intérieur. Parce que, qu'est-ce que sont ces gens-là? Ce sont des gens auxquels on demande d'être, entre guillemets, fous pendant 10 secondes ou 4 heures, c'est selon le sport que l'on pratique, et le reste du temps, de dire bonjour à la dame, d'avoir des enfants, d'avoir une femme, de mener une vie sociale. Il y a forcément une espèce de distorsion, une espèce de schizophrénie, pour employer un mot un tout petit peu savant, chez ces gens-là. Je veux dire que d'un côté, ils sont les fous qui entrent en quête d'eux-mêmes et en quête de victoire sur le ring, sur le court, où vous voudrez, et puis le reste du temps sont des gens qui répondent aux journalistes, qui serrent des mains, qui font des interviews, qui le soir rentrent chez eux, mangent leur potage avec leur femme et demandent comment le petit a travaillé à l'école, malgré tout. Il y a deux vies complètement dissemblables. Et ce qui m'a intéressé, c'est plus peut-être sur la schizophrénie que sur le sport. Avant de faire du journalisme, j'ai fait psycho, ça m'a beaucoup intéressé de voir ces gens-là, comment ils pouvaient se conduire dans la vie quand leur vie d'hommes dérapait sur celle de champions. En fait, ce sont les épousailles de la dimension sportive et de la dimension humaine. Et on ne peut pas le dire. Donc on ne peut pas m'accuser d'élitisme dans la mesure où j'ai choisi délibérément d'éclairer le cas de ces garçons. Parce que Morand, toute révérence gardée, Morand et Monterland avaient écrit avant-guerre là-dessus, sur ce sujet. Mais ils avaient affaire à des champions qui étaient encore un peu amateurs. Ça n'avait pas pris la violence ni l'importance qu'a le sport aujourd'hui. Il ne remuait ni tant d'argent, ni tant de violence, ni tant de choses. Et je pense qu'il était temps, modestement, de témoigner d'une époque en disant que maintenant, le sport est malgré tout un succès d'année de la guerre, d'une certaine manière. C'est une guerre propre. C'est une guerre dans laquelle on peut voir quelqu'un détruire un autre tout en gardant bonne conscience. Et même, ça va beaucoup plus loin, ça va jusqu'au tennis, à mon sens, parce que, rappelez-vous, Jacques, il y a 20 ans, la vogue fantastique de la boxe. C'était mondain, la boxe. On sortait des années dures de l'après-guerre, on était encore, le sang qui coulait n'était pas encore trop mal vu. Maintenant, ça n'est pas bien d'aller voir du sang qui coule, mais regardez ce qui s'est passé entre Borg et ses adversaires. Le sang ne coule pas, mais Borg les détruit avec un côté impitoyable. Et vous trouvez que c'est tout à fait normal, parce que vous estimez que pour bien réussir lorsqu'on est champion, il faut vraiment haïr son adversaire. Et vous le dites et vous l'écrivez d'ailleurs. Il faut aller, oui, ça je sais, et ce n'est pas moi qui parle. C'est un peu trop peut-être. Non, parce qu'il faut aller au bout de sa logique. On ne peut pas être une chose et l'autre. On monte sur un ring et on entre sur un court pour gagner, puisqu'on fait du sport professionnel de haut niveau. De haute compétition. Il faut donc qu'à l'intérieur des règles admises, puisque c'est une symbolique, à l'intérieur des règles, il ne faut pas tricher, mais à l'intérieur des règles admises, il faut tout faire pour démolir l'adversaire, aussi bien psychologiquement que... Et s'il sent, moi j'ai vu ça dans des chambres d'appel, les coureurs de 100 mètres qui font l'effort le plus bref, 10 secondes, moins maintenant, ils vont très vite, sont enfermés à 8 dans une chambre d'appel, c'est une pièce qui fait 5 mètres sur 5, et ils fermentent là pendant 20 minutes. Et j'ai vu le travail de certains coureurs pour démoraliser l'autre. C'était une haine jouée, encore une fois.
peut-être ils dînaient ensemble, mais je vous assure que pendant 20 minutes, c'était terrifiant de les voir se comporter les uns avec les autres. Il y avait un côté cage aux fauves qui marchait avec cette souplesse aiguë qu'ont les sprinters. C'était très beau, très beau. Enfin, Guy Lagorce, vous parlez de Borg, et c'est vrai, c'est une bête à concours, c'est une bête de stade. On pourrait parler de la même manière de Bernard Hinault. On a écouté tout à l'heure qu'il avait endossé le maillot jaune. Mais comment sont-ils ensuite dans la vie, tout cela? Sont-ils armés de la même manière? Se battent-ils et haïssent-ils également leurs adversaires dans la vie? Parce que là, ça deviendrait dramatique. Alors voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, de dire dans les héroïques. Il y a des réactions extrêmement différentes. Il y a ceux qui n'arrivent jamais à sortir du sport et qui savent qu'ils sont foutus le jour où ils en sortiront. Ils sont condamnés, ceux-là. Ils sont fichus, leur vie est finie d'une certaine manière. Et puis il y a ceux qui dépassent ça, qui le subliment et qui renaissent, puisqu'ils sont morts aussi, mais ils renaissent dans une autre activité. Et à ce moment-là, je sais, je peux parler d'un exemple personnel. Sortant du sport et de ce climat de violence, j'en suis venu à trouver, mon Dieu, le milieu journalistique et le milieu littéraire, qui ne sont pas des milieux d'anges, il faut bien le dire non plus. Mon Dieu, presque aimable et de bonne compagnie par rapport à ce que j'avais connu. Je pense que le sport est effectivement très dur, parce que c'est sa logique propre. Il faut qu'il en reste un à la fin. Vous savez, ils étaient 200 au début. Après demain, nous verrons les demi-finales. Demain soir, ils ne seront plus que 2. Et dimanche, il n'y en aura plus qu'un. Alors, qu'on m'appelle ça comme on voudra, mais il y en a un qui aura démoli les autres. Et c'est encore une des formes de l'élitisme que l'on retrouve dans la vie. Il y a un numéro 1, il y a un numéro 10. Et vous semblez dire qu'on n'en sortira jamais. Et vous êtes, d'une certaine manière, contre l'égalité. Non, je suis contre l'égalité de fait. Je suis absolument pour l'égalité. Ça, c'est très important, cette question. L'égalité de droit. Je veux dire que tout citoyen, qu'il soit grand, petit, blanc, brun, pauvre, riche, immigré, tout le monde doit avoir les chances. Tout le monde doit avoir la chance dans sa vie. Tout le monde a droit à la justice. Tout le monde a droit à la santé. Tout le monde a droit à la scolarité. Tout le monde a droit à la culture. Et je me battrai pour le dire. Mais il est bien évident qu'à chance égale, il y aura forcément des gens qui seront plus forts. Hier, à ma place, et j'en suis confus, c'était Monsieur le Prince Ringuet. Monsieur le Prince Ringuet, il ne me viendrait pas une seconde à l'idée de me comparer à lui. C'est un monsieur qui, pour moi, est quelque chose d'une réussite absolue dans sa vie. Et je lui tire mon chapeau. Et je reconnais la supériorité de Monsieur le Prince Ringuet. Et je me reconnais le droit d'avoir droit, moi aussi, à la sécurité sociale. Voilà ce que je peux dire par la... Vous estimez que sa vie est une réussite dans le sens où, aujourd'hui, à 80 ans, il vit encore avec un enthousiasme délirant, il joue encore au tennis, il fait de la montagne. C'est un homme admirable. Et il se passionne pour la musique puisqu'il est le président des Jeunesses musicales de France. Voilà, alors si cela est élitiste, je dis que non. Je dis qu'à armes égales, vous donnez à deux gosses un pot de peinture, ils ne vont pas en faire la même chose. Je veux dire qu'il ne s'agit plus là de compétition, il s'agit de savoir que des gens s'affirmeront mieux dans un endroit que dans d'autres. Moi j'avais un très bon copain quand j'étais écolier qui a fait, vous vous rendez compte, qui a fait Polytechnique. Moi je trouve ça formidable. On avait chacun des moyens complètement différents. Il ne s'agit pas de dire qui est le mieux. Mais je veux dire que, bon, sa pente à lui, c'est devenu un type tout à fait épatant et un mathématicien. Mais Guy Lagorce, vous avez des enfants? J'ai 2 enfants. J'en ai un qui a 19 ans et l'autre qui a 10 ans. Bon, vous avez de l'ambition pour eux? Ou bien, si l'un de ces enfants vous dit je voudrais m'assurer dans un travail manuel, vous le laisseriez faire? Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est ce qui vient de m'arriver. Mon fils est né à 19 ans. Un jour, c'est un type assez silencieux. Il est venu me voir à 14 ans et il m'a dit, tu sais, un jour, je serai cuisinier. Je lui ai dit, bon, très bien, tu seras cuisinier. Reviens m'en parler l'année prochaine, puisque tu parles tous les ans. Ponctuellement, il est revenu. À un point tel que j'avais un très bon ami, Michel Oliver. Je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Et il me dit, écoute, donne-moi ton gosse juillet-août. Je fais comme si je ne le connaissais pas. Je le colle dans les cuisines sans dire rien du tout. Dis-lui qu'il ne va pas en vacances, juillet-août en cuisine. Ce gosse a fait juillet-août en cuisine. Ils l'ont trouvé très bien. Il avait 15 ans à l'époque, ne pas avoir de vacances à cet âge-là. Oliver m'a dit, écoute, on n'a pas été assez dur avec lui. On va l'envoyer chez Delaveine, là-bas, à Bougival. Il a fait 2 ans de plus, toujours pas de vacances l'année prochaine. Juillet-août, ce gosse a encore travaillé. Sans avoir pris de vacances depuis 2 ans, Delaveine l'a trouvé bien. Et il aimait. Et il aimait, il en redemandait, il avait les mains en sang, vous savez, c'est pas un milieu qui a inventé mai 68, la cuisine. J'aime autant vous dire que les gamins, ils travaillent 10 11 heures par jour et c'est très dur. Et lorsqu'il a eu fini ce stage, je lui ai dit, écoute, à part ça, il faisait une scolarité normale. Je lui ai dit, écoute, va ta vie, je ne sens pas le droit, tu m'as prouvé que tu voulais vraiment le faire. Moi, tout ce que je voulais, c'est que ce soit pas une foucade. Tu veux être cuisinier, tu seras cuisinier. Tout ce que je te demande, c'est d'essayer d'être un bon cuisinier, même très bon si tu peux. Et je crois qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il passe son CAP de cuisinier, il est très content, et moi aussi. Oui, soyez tout à fait sincère, vous n'êtes pas un peu déçu?
Ah, pas du tout. Ah, c'est bien là. Ah, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, mon père était boulanger. C'est votre ambition à vous, et c'est parfois l'ambition des parents de vouloir donner à leurs enfants une promotion. Mais vous savez qu'est-ce que c'est la promotion? Leur malheur. Absolument, parce que je vous dis, mon père était boulanger dans mon village. Hein, c'était un type épatant, formidable. C'est un type épatant, pardon. Mais enfin, c'était un boulanger épatant, un ouvrier tout à fait admirable. Moi, je me le sens pas du tout. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de l'élitisme. Je dis que ce qu'on fait, il faut le faire bien. Mon père était un très bon boulanger, du temps où il travaillait encore. Mon fils, j'ose l'espérer, sera un très bon cuisinier. Moi, ce que je voudrais, c'est être un bon écrivain, mais je ne porte pas du jugement de valeur. J'ai lu l'article que vous a consacré Antoine Blondin. J'ai retiré cette phrase. Nous croyons que la grandeur de l'homme tient en ce qu'il est une partie du monde par son corps, dans le même temps qu'il est capable de contenir le monde entier dans son esprit. Oui, il n'y a qu'Antoine pour trouver des formules comme ça. Non, c'est très très une partie beau. Du monde par son corps. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que voulez-vous ajouter de plus? Mais c'est-à-dire que souvent, on a installé la littérature sportive dans les mauvaises zones. C'est-à-dire qu'on la dénigrait. On parlait de littérature sportive avec un brin de... Elle l'a mérité parfois. Ouais, elle l'a mérité. Regardez même parfois lorsqu'on parlait de la presse. Regardez ce que l'on disait des journalistes sportifs, comment l'on parle parfois des journalistes qui se consacrent à l'information de la télévision dans la presse écrite. Il y a toujours des domaines. Vous savez que dans les journaux, il y a la presse, surtout la presse étrangère. Bien sûr. La politique étrangère. Dans les conférences de rédaction, elle passe toujours en premier. Ouais. Et vous savez ce qu'Antoine, pour en finir avec Antoine, pour continuer avec Antoine Blondin, il avait une définition géniale des journalistes sportifs. Écoutez bien, on les appelle les géants de Larousse, parce qu'entre deux mots, ils ne choisissent jamais le moindre. Et je reviens quand même à votre recueil de nouvelles, et je dois dire que l'une d'entre elles, enfin l'un des 13 récits, m'est allé droit au cœur. Moi, j'estime, tout est subjectif. On ne lit pas un livre tous de la même manière. Bien sûr. On y entre, on se persuade de ce qu'on y a trouvé. Bien sûr, c'est pourquoi un livre appartient plus à son lecteur qu'à l'auteur. Et c'est la nouvelle Claire la Magnifique. Claire la Magnifique est une escrimeuse. Mais dès le départ, vous installez quand même le décor, et c'est un travail donc d'écriture. Et le journaliste, quel qu'il fût, s'il veut véritablement s'installer dans l'histoire qu'il raconte, doit restituer le décor totalement, c'est-à-dire nous faire respirer un climat. Dès les premières lignes, vous écrivez, dès les premières prises de fer, Claire toucha 2 fois, plein plastron, par de dures ripostes de cartes puis de sixte, serrées au millimètre. Enfin déjà, vous persuadez le lecteur qu'il pourra s'intéresser à l'escrime, même s'il ne connaît pas cette discipline sportive. J'espère. J'ai un maître, encore une fois, toutes choses égales, qui est Steinbeck. Et j'ai rarement lu, et Marcel Aimé aussi, mais Steinbeck, pour ses entrées dans les romans, a un prodigieux pouvoir, et Salinger aussi peut-être, un prodigieux pouvoir en 15 lignes, de vous faire voir une femme ou un homme, ou un village qui pointe derrière ses fusains, et que vous ne pouvez plus, au bout de 15 lignes, vous détacher sans savoir ce qui va se passer à cet endroit-là. C'est la magie des 15 premières lignes que j'ai admiré chez Steinbeck et Salinger, et que j'admirerai aussi longtemps que je vivrai. Une nouvelle, c'est toujours une invention, ou bien il y a à la base une vérité, un récit, une anecdote, une chose qui a existé? Pour moi, c'est une invention. Totale. C'est une invention pure, mais une invention qui trempe dans un climat et un milieu que je connais vraiment comme ma poche, là, pour l'avoir vécu longtemps. Alors Claire dit, on peut dire ce qu'on veut sur le sport, tout est vrai et rien n'est vrai. C'est une expérience strictement individuelle, ça se vit, c'est tout. Cela voudrait dire que ceux qui ne font pas du sport, ceux qui ne sont pas champions, ceux qui ne se conduisent pas en héros, sont sur une planète à part, et que les autres ne peuvent pas les comprendre. Oui, je dirais plutôt que ce sont les champions qui sont sur une planète à part, et qu'il est des instants où lorsqu'on n'a pas partagé une chambre avec quelqu'un qui va passer demain en finale, par exemple, on a du mal à imaginer, tout simplement, parce que bon, l'imagination a ses propres limites, on a du mal à imaginer l'état de fermentation d'un type qui va courir la finale olympique du 100 mètres. Je parle d'une vraie finale, pas celle de Moscou où il n'y aura pas les Américains. Je dis que c'est quelque chose qu'il est bon d'avoir vu. Il n'est pas nécessaire d'avoir été coureur. Mais simplement, il se trouve que si on n'est pas coureur, on a du mal à partager la chambre d'un athlète la veille, simplement. Ce n'est pas parce que j'ai été coureur que je sais mieux, c'est parce que j'ai pu vivre avec eux. Je n'étais pas dans le village de presse à ce moment-là, je dormais c'était des chambres à 2 lits, vous savez, donc j'ai dormi avec que va-t-on dire? J'ai dormi dans la même chambre
que des champions, c'était très intéressant de voir vivre un type 24 heures avant la finale. Moi, j'aime l'histoire de Claire la Magnifique. Donc, c'est une escrimeuse. Elle vient de terminer son combat. On ne dit pas combat, d'ailleurs, son assaut. Son assaut. Ensuite, elle rencontre, je résume, elle rencontre un jeune journaliste. Ils partent quelque part pour prendre un pot. Là, ils sont au bar. Elle est entourée, pendant qu'il était parti, 3 minutes de téléphoner, je ne sais pas, elle est entourée par 4 loupards. C'est cela. Les loupards, vraiment, commencent à être très désagréables et très discourtois. Le journaliste revient, commence véritablement à faire quelques réprimandes, et le patron du café dit: je vous en prie, aux loupards, je vous en prie, partez, ça suffit, vous venez toujours ici pour créer la bagarre. Et ils sortent et ils partent. Et on peut penser qu'ils sont partis. Hélas, à l'extérieur, lorsqu'ils vont chercher leur voiture, les 4 loupards sont toujours là et la bagarre commence. Et se propose de violer Claire sur le parking. Voilà. Et ce qui est intéressant, et c'est la fin de la nouvelle qui est intéressante, parce qu'on se demande ce qui va se passer, c'est que l'escrimeuse n'a pas oublié qu'elle était encore escrimeuse. Elle a pris son fleuret. Bien sûr, et elle a dit viens. Et elle a dit viens. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'elle se bat. Elle se bat avec son fleuret et elle tue l'un des loupards. Oui. Et c'est la dernière phrase qui me paraît quand même très significative, d'un tempérament qui est peut-être le vôtre, ou peut-être de cette continuité dans l'esprit de gagner. Car le journaliste lui dit: mais enfin Claire, vous pouviez l'arrêter en le blessant à l'épaule. Et Claire répond: oui, bien sûr, mais depuis ce matin, j'avais tellement envie de tuer. C'est vrai. Bon, alors dans le sport, on va jusqu'à vouloir tuer. Ah, Claire a tiré, comme on dit en escrime, depuis le matin. Elle avait passé toutes les séries et elle avait fait 10-12 combats. Elle était dans un état de nerfs passé complètement au gant de crin. C'est comme ça qu'il faut être pour aborder une finale. Et j'ai en mémoire encore, dans l'oreille que je porte grande, un entraîneur de l'équipe de France disant: ça n'était pas une fille, c'était un garçon. Quand il est monté sur le podium pour la finale, il lui a dit: n'oublie pas qu'à l'origine, dans l'escrime, il s'agissait de tuer. Donc, il ne voulait pas qu'il tue son adversaire, mais il fallait le remonter moralement à un point tel qu'il soit dans un état second et que l'adversaire devenait l'ennemi. Et Claire était dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que Claire s'était tellement battue contre tous ses adversaires qu'elle était dans un tel état d'esprit de quête. Elle avait tellement faim que lorsque vous quittez le masque de l'escrime, ça ne s'arrête pas. Elle était encore sur les nerfs. Et lorsque le voyou sort son couteau en lui disant qu'il va la violer, Claire renoue instantanément avec la fin de son escrime. Elle fait carte de Sixte. Peut-être est-ce littéraire de dire: j'ai voulu le tuer, mais a-t-elle eu le temps de réfléchir? L'autre, lorsqu'il sort son couteau, lui fait carte de Sixte, elle lui plante son fleuret brisé dans le cœur. Mais on peut aller très loin avec des formules comme celle-là. C'est-à-dire que si vraiment le sport doit aller jusqu'à ses limites, on peut penser qu'il installe quand même ses champions, ses héros dans la vie, et qu'il les condamne à toujours lutter de cette manière. Et on arrive au pire. Et non, parce que la vie se charge de vous faire voir qu'après c'est beaucoup plus compliqué, et que les fleurets demeurent mouchetés, et Dieu merci. Et puis, mon Dieu, je vous dis, Claire, il ne faut pas oublier qu'elle est à 2 heures de son combat. Elle est encore pleine de son combat. Le jour d'après, elle n'aurait pas du tout agi. Elle est biologiste, elle serait allée à son laboratoire et elle n'aurait sûrement tué personne. Là, elle était encore sur sa lancée, comme on dit. Et j'ai vu les types et les filles se battre, par exemple, après des matchs. Vous l'avez sûrement vu aussi. Ils ne se seraient pas battus le lendemain. Ils étaient encore pleins de la tension que le match n'avait pas épuisé, qu'il y a une charge à dépenser. Mais il faut bien reconnaître, Guy Lagorce, quand même, que vous accordez du prestige aux mots noblesse, élitisme, vaincre. Et cela vient peut-être du fait que justement vous avez été élevé dans ce petit village, que vous êtes fils de boulanger, qu'il vous a fallu peut-être lutter pour monter à Paris, pour arriver. Mon Dieu, je ne sais pas. Là, ce n'est pas à moi. Non, on est frappé souvent, les enfants de riches, les enfants de bourgeois virent à gauche. Et vous, partant de ce côté-là, vous êtes peut-être passé, je ne dirais pas à droite, parce que non, sûrement pas, sûrement pas la nouvelle en plus. Sont stupides en plus. Non, je pense. Moi, vous savez, j'ai 2 hantises dans ma vie. Ce sont les fascismes, qu'ils soient rouges ou qu'ils soient noirs. Moi, j'ai vu mon village sous l'occupation. J'ai vu mes petits camarades juifs être fusillés. Je les ai vus. Je ne l'oublierai jamais. Aussi longtemps que je vivrai. Je me battrai contre tous les fascismes, qu'ils soient, tous les totalitarismes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Ça, je le porte en moi. Donc,
élitisme, je veux bien, mais jusqu'à un certain point. Je veux dire simplement que l'élitisme, pour moi, c'est que Monsieur le Prince Ringuet puisse devenir ce qu'il est devenu. Et sans en tirer des conclusions, sans dire Monsieur le Prince Ringuet est le plus beau du monde. Non, mais je suis content que ce monsieur ait pu faire. Et que nous vivions tous dans une société où l'on puisse faire ce que l'on a envie de faire. C'est tout ce que je souhaite et ce que je souhaite surtout pour mes enfants. Alors il faut vivre de l'intérieur, c'est ce que vous avez fait pour écrire Les Héroïques, et on voit à Guy Lagorce que vous avez été champion, je le rappelle, recordman d'Europe du 4 x 100 mètres, parce que c'est seulement lorsqu'on a couru qu'on peut écrire cela. Alors vous partez là sur vos pointes et vous écrivez: dernier appui explosif sur le pied droit. Je lance en avant l'épaule droite en vrillant le buste de toutes mes forces à partir des hanches. Je pousse à mort sur ma foulée jusqu'à l'extrémité des orteils. Je file. La piste rouge jaillit vers moi. Ça, c'est le départ. Et puis, il y a également le reste. Vlan. Je suis à terre. Le choc me coupe le souffle, mais je ne sens aucune douleur. Je garde les yeux ouverts. Des concurrents m'évitent d'un bond. Je vois briller les pointes de leurs chaussures dans la lumière de métal des projecteurs. Je ne me relève pas. Nous avons un départ et nous avons une chute. C'est déjà une histoire complète. C'est déjà une histoire en soi. C'est déjà une. Vous l'avez bien vu. C'est déjà toute une vie. J'ai voulu faire dans les 7 premières lignes. Une nouvelle dans les 7 premières lignes. Oui, je me suis amusé à ça. Oui. Bravo. Et j'en reviens quand même à ce sport d'élite, à ce sport de caste. Et forcément, les champions constituent une caste. Et je ne crois pas qu'ils puissent faire autrement. Nous sommes ici à Roland-Garros. Il y a un double qui a forcément moins d'intérêt que les parties de simple que nous avons pu voir, et même les parties de femmes que nous avons vues tout à l'heure, qui étaient tout à fait remarquables, avec une Christine Hurt et maîtrisant au sujet. Oui. Bon, mais Borg fait partie d'une caste. Lorsqu'il part, je le vois partir comme un solitaire, comme un exclu. Il vit à part, il ne peut pas avoir d'amis. Mais les types qui préparent Polytechnique en ce moment, Jacques, pendant que nous sommes là, ils ont les volets tirés, ils sont à la lumière électrique. Oui. Ils chiadent Polytechnique, ils vont passer un concours. Alors à ce moment-là, tout est caste, je veux dire, parce qu'il y aura les élus. Et eux, il y aura moins de monde que pour Roland-Garros, parce que c'est moins drôle à voir. Mais c'est un combat aussi dur, et je veux dire qu'il y a caste dès qu'il y a concours. Et le sport, que voulez-vous que j'y fasse, c'est par définition un concours. Mais comme Polytechnique, comme Normal Sup, tous les jeunes gens et les jeunes filles qui préparent les concours en ce moment, que font-ils d'autre que ce que nous voyons là, sauf que c'est moins spectaculaire. Alors qui a raison? Celui qui, emporté par une force de paresse, va du côté de la nature et sait profiter de ce qu'il voit? Et voilà, justement, je ne veux pas porter de jugement moral. Tout homme a raison qui vit dans un pays qui lui permet de faire ce qu'il a envie de faire sans qu'il dérange les autres. C'est simple comme philosophie, simpliste, on va me dire, mais tant pis. Je veux dire que qu'on prépare Polytechnique, ou qu'on fasse de la cuisine, ou qu'on fasse du journalisme, ou de la course à pied, ou qu'on fasse l'écolo, et qu'on fasse... Peu importe, qu'on fasse ce qu'on a envie de faire et qu'on vive dans un pays assez libre pour qu'on puisse le faire. Il y a tout de même, chez vous et chez beaucoup d'autres, une fascination pour le héros. C'est-à-dire que le héros est à la fois adulé et haï. C'est la vertu du numéro 1. Ah, c'est un paratonnerre qui cristallise qui attire tous les orages. Écoutez, quel serait l'écrivain sincère qui pourrait dire qu'il n'est pas passionné par les héros? Mais vous savez, moi j'écris plusieurs livres où mes héros sont des gens justement simples dans un village, et le prochain c'est le cas. Et héros, celui qui fabrique une aventure. Et l'aventure, ce n'est pas forcément de traverser le Pacifique. Il y avait un joli titre, la 5e saison. Et oui, figurez-vous, c'était un joli titre, tellement joli qu'il était pris. Et nous avons déjà changé. Alors qu'est-ce que c'est la 5e saison? On connaît les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. La 5e saison, c'est celle d'un homme qui a 50 ans et qui a, comme on dit, réussi à Paris, qui redescend dans son village parce que son père vient de mourir. Il y redescend tous les ans, il vient en vacances, il est fidèle à son pays, tellement fidèle qu'il croit en être toujours, en dépit de sa, entre guillemets, réussite à Paris. Et puis, son père est mort lorsqu'il arrive, il arrive trop tard, et la veillée mortuaire commence avec les vieilles du pays, vous savez très bien comment ça se fait à la campagne. Et dans son demi-sommeil, il veille, il sommeille, il est fatigué, il entend une vieille dire que son frère, qui est mort en 1944, fusillé par les Allemands, dont le nom est sur le monument aux morts, et bien que ce frère, dont on lui a parlé toute sa vie, peut-être aurait été fusillé non pas par les Allemands, mais par les maquisards. Et la 5e saison commence avec l'enquête et la quête de cet homme sur son passé pour savoir quelle est la vérité sur son frère. Voilà le thème romanesque. Il y a un peu de vous dans cette affaire. Non, dans la mesure où c'est vrai le village. Par rapport à votre âge. Par rapport à mon âge, c'est vrai. Par rapport au retour dans ce village où vous allez quand même très souvent. Oui, mais... Votre père n'est pas mort. Non, mais je n'ai jamais eu de frère. Mais il y a quand même une quête. Il y a une quête, oui. Il y a une quête très nette. Je crois que tout homme sans racine est un voyageur sans bagage. Je crois qu'on est tous nés quelque part, qu'on a tous une mère, un père, et que se vouloir un homme neuf et délivré de tout cela
c'est être un pauvre homme, je crois. Mais la 5e saison, c'est 50 ans ou c'est la recherche d'un passé? C'est le retour aux sources. C'est lorsqu'on croit qu'une vie est bien cadrée et finie d'une certaine manière, où on peut prévoir l'avenir. Donc les 4 saisons sont écoulées, on vit le restant, et qu'on se rend compte qu'il y avait une 5e saison qui est celle de la découverte, et de la découverte de la vérité, de sa propre vérité, de son propre passé, qui n'était pas forcément celui que l'on croyait être. Alors justement, Guy Lagorce, votre personnage, lorsqu'il aura retrouvé sa terre d'accueil, son carré d'enfance, à 50 ans, il y restera, ou bien il remontera, il repartira pour Paris? Il remontera à Paris. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se rendra compte que c'est comme un chien qui aurait été élevé parmi les autres et puis qui aurait vécu dans un appartement pendant 7, 8, 10, 12 ans et qui sur ses vieux jours reviendrait là et serait remêlé aux chiens. Il dirait mais ce sont mes frères, on s'est connus quand on était petits. Et au bout de 8 jours, il se rendrait compte qu'il n'a plus les mêmes mœurs, plus les mêmes façons de penser. Il a été exclu, non pas par ses racines, mais il a été exclu par la vie. Il sera obligé de remonter à Paris. Sa sœur, elle est restée au pays. Tout à l'heure, je parlais de cette fascination que l'on peut avoir pour les héros, et il y a là, je veux dire, aussi une forme de névrotisme, enfin... Ah, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que les sportifs de haut niveau sont de toute manière schizophrènes, donc un peu névropathes. Ça, ils sont névrotiques, mais ça, je n'y peux rien, c'est le sport qui fait ça d'eux, et que, vous savez, on se moque toujours aussi des savants qui sont dans la lune, ou ceci, ou cela, qui sont mal adaptés à la vie, ben c'est un peu pareil, il y a une espèce de distorsion, ils sont pas toujours très bien adaptés à la vie quotidienne. Et puis les champions... Ils savent prendre les Boeing, mais pas très bien les autobus. Oui, mais les champions, ils adorent quand même, ils se prennent au jeu, ils adorent marcher sur des tapis rouges. Ah oui, encore qu'en ce moment, ils marchent pas seulement les champions, d'ailleurs, les hommes politiques aussi. Bien, voyons. Les tapis rouges et les tapis verts, d'ailleurs, avec tout ce qui s'est passé ces temps-ci. Alors, on peut dire aussi, et cela me paraît parfois dérisoire, mais pas tellement dérisoire pour les champions qui sont devenus des professionnels dans certaines disciplines. Oui. Et d'ailleurs, on triche sur les disciplines. On ne sait plus comment il faut véritablement marier le professionnalisme et l'amateurisme. Mais il y a tous ces prix, il y a toutes ces sommes d'argent qui circulent. Bien sûr. Enfin, hier, par exemple, le professeur Le Prince Ringuet parlait de ce dernier match à Londres avec les Borg et les Lloyd, monsieur et madame Borg, monsieur et madame Lloyd, et c'était pour une œuvre charitable, et, hélas, ou tant mieux pour eux, j'en sais rien, mais ils ont touché de l'argent, près de 70 millions de centimes, ce qui n'est déjà quand même pas trop mal. Alors, il faut également reconnaître que lorsqu'on vient sur un stade, on vient applaudir des gens, et on vient pour eux. Donc, ils ont droit également à être payés pour le mérite qu'ils ont. Est-ce ainsi que vous réagissez? Ah, moi, je crois qu'ils ont le droit. Écoutez, on a trop vu d'exemples dans le temps de champions qui s'étaient dévoués corps et âme à leur sport et qui se sont retrouvés à 28 ans sur le sable complètement, sans avenir. Et je pense qu'il est 5. Écoutez, il va y avoir 300 000 personnes ici. Ici à Roland-Garros. Roland-Garros, pardon, oui, en l'espace de ces quelques jours. La société étant telle qu'elle est, il me paraît naturel qu'il y ait des retombées sur M. Borg et M. Connors. Ça me paraît la moindre. Je préfère que ce soit M. Borg ou M. Connors plutôt que les managers marrons d'antan, avec l'image de M. Ramirez en boxe, qui avait des gros cigares et son boxeur était dans un petit costume. Vous vous rappelez, on a connu cette époque-là quand même. Je pense qu'il n'est pas plus scandaleux qu'autre chose que M. Borg ait beaucoup d'argent. Parce qu'après tout, il est le seul à pouvoir faire ce qu'il fait. Si nous venons le voir, c'est qu'il est le seul. Vous auriez pu être, vous, Guy Lagorce, professionnel, c'est-à-dire toucher de l'argent avec une discipline sportive qui était d'une certaine manière votre passion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sa passion devient un métier exigeant comme celui-là, c'est presque un obstacle. C'est tous les jours, c'est vraiment le métier chaque jour. Ils viennent travailler, tous ces champions-là. Est-ce qu'ils aiment encore jouer? C'est la question que vous avez dû vous poser, non? Est-ce que vous aimez encore faire radioscopie, c'est votre métier? Je crois que oui, sinon vous ne pourriez pas le faire. Vous ne pourriez plus le faire et Borg ne pourrait pas jouer si vous n'aimez pas ça. Je veux dire que lorsque ça n'est pas un boulot, qu'il est un geste répétitif de tous les jours, si on n'aime pas ça, on ne peut plus. Même si on c'est une chance de pouvoir faire ces travaux-là. Et c'est une chance, justement. Nous sommes des privilégiés, eux et nous. Il y en a d'autres qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Qu'ils n'aiment pas. Alors ça c'est terrible dans la vie. Ça c'est vraiment terrible et je sais que beaucoup de gens sont dans ce cas et j'en connais, nous en connaissons tous. Et c'est le grand pari de la vie, d'essayer que chacun, parce que je crois que ça tient un peu de choses, parce qu'il y a des gens qui font un métier rebutant, et je crois qu'ils avaient les qualités pour en faire un autre à côté qui peut paraître aussi rebutant, mais qui leur aurait plu. Lorsque moi, par exemple, si j'étais charpentier, je serais épouvanté, parce que je ne saurais vraiment pas le faire, et ça ne m'amuserait pas. Mais après tout, monter une charpente, c'est la même chose qu'écrire, il faut être précis, il faut savoir faire certaines choses. Je suis heureux en écrivant. Ce que je voudrais, c'est que
qu'il n'y ait pas une orientation des gosses trop jeunes. Je crois qu'on a tendance à le faire trop jeune. Les barrages viennent trop tôt. Un gosse à 10 ans, ça n'est pas vrai qu'il est épanoui. Il peut encore changer, contrairement à ce que affirment certains psychologues où tout est joué à 5 ans. Non, tout n'est pas joué. Il faut quelquefois prendre le temps. On est trop pressé. Je vois des parents qui poussent leurs gosses à l'école comme des fous. Vous savez, on parle des champions hyper entraînés. Et il y a des gens que je connais parmi les relations, peut-être en connaissez-vous aussi parmi les vôtres, qui dans l'obsession est que le gosse réussisse le bac, et puis la licence, et puis ceci, et puis cela, et puis pourquoi est-ce que ce gosse est heureux, je ne sais pas, mais je crois que ça n'est pas bien. Je crois que ça n'est pas bien, qu'il faut avoir l'œil attentif et essayer, si on peut aider ses enfants, c'est en leur donnant au moment où il faut le coup de pouce pour qu'ils aillent vers ce pourquoi ils sont faits. Et il ne faut pas rêver à la place de ça. Je ne veux pas que mon fils soit aviateur, ou que mon fils soit, vous voyez, ce que... Qu'il fasse, mon Dieu, je serai là pour l'aider tant que je pourrai, mais qu'il fasse quelque chose dans lequel, mon Dieu, parce que ça dure longtemps un métier, ça dure des années, qu'il soit aussi heureux que possible. Mais Guy Lagorce, vous êtes persuadé, vous, d'avoir fait le bon parcours? Peut-on être persuadé d'une chose comme ça? Non, mais je ne suis pas malheureux dans mon double métier, si j'ose dire, de journaliste et d'écrivain. Peut-être que j'aurais pu faire mieux, comme aurait dit Poulidor, mais... Ah, justement, vous parlez de Polydor avec quand même, non pas de l'ironie, parce que je sais que vous avez de la tendresse, mais quand même, vous le placez déjà, et je préfère Anquetil comme mon numéro 2. Je préfère Anquetil. Et oui. Pourtant, Polydor était le héros des foules populaires, et Anquetil, parce qu'il était le premier, était souvent détesté. C'est vrai, on aime bien les champions qui perdent un peu. Oui, mais il faut perdre de temps en temps. Ah, bien sûr. Regardez Borg, c'est insoutenable, il gagne tout le temps. Bien sûr, mais on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Ouais. Alors, Guy Lagorce, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Vous avez la possibilité d'aller à Moscou pour les Jeux Olympiques. J'ai bien écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Je voudrais savoir si vous irez à Moscou. Moi, non. Moi, je n'irai pas. Mais les Jeux seront couverts. Les lecteurs de mon journal auront très loyalement ce qu'il faut savoir sur ces choses-là, sur ce qui s'y passera. Ce sera couvert, nos lecteurs ne seront pas volés, croyez-le bien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais volé qui que ce soit. Moi, je n'irai pas. Option personnelle. Option personnelle. Je n'irai pas, mais ça ne m'empêchera pas, à ce qualité de rédacteur en chef, que nous en rendions compte d'une manière ponctuelle, précise et loyale. Si vous étiez au gouvernement, si vous étiez ministre des Sports, vous feriez de telle sorte que la France déciderait de ne pas se présenter sur le stade. Dieu me garde d'être ministre des Sports parce qu'il paraît... Non, si on vous le proposait peut-être. Ah non, sûrement pas, non. Parce qu'il me paraît compliqué d'être ministre lorsque, en Conseil des ministres, les choses ne sont pas clairement évoquées et que le pays lui-même n'a pas pris une option nette. Ça n'était pas peut-être très confortable d'être ministre des Sports ces temps-ci. Enfin, j'ai l'impression, mais Dieu me garde de cette trajectoire. Alors nous parlions des champions et j'en parle encore car ils sont les personnages de votre livre, les héroïques. Il faut bien considérer que les bêtes à concours sont complètement manipulées et on le voit surtout dans certaines disciplines. Bon, puisque nous sommes à Roland-Garros, parlons des tennismen, de ces grands professionnels. Ils ont leur gourou. Et je me demande même s'ils ont le temps de respirer, le temps de réagir, le temps de prendre des décisions. Ils ont chacun leur homme qui veille secrètement quelque part. Ils finissent par ne plus avoir une vie à eux. J'ai écrit une nouvelle là-dessus. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Je te le jure, petit » et qui est comment un entraîneur investit un athlète. À la fin, l'athlète a battu le record. Et l'entraîneur savait qu'il le battrait. Mais le type s'est fait tellement mal pour le battre qu'il s'est évanoui à l'arrivée, puis il reprend connaissance sur la table de massage. Il lui dit « Je vous jure, monsieur, plus jamais je recourrai ». Et l'autre lui dit « Mais si, tu recourras ». Et le sportif lui dit « Mais vous le savez mieux que moi, peut-être ». Et il lui dit « Oui, je le sais mieux que tout ». Et c'est la vérité. Ils sont conscients de leur sort. Ils sont conscients de leur sort, oui. Parce que c'est tellement dur qu'à un moment donné, il faut bien remettre un peu de soi-même dans les mains de quelqu'un qui peut avoir l'esprit froid. Le tout est de bien choisir. Alors il y a cet idéal que vous avez, et il transpire dans tout ce que vous écrivez, et il y a aussi le bonheur de la nouvelle. Et je veux dire que c'est un genre qui avait été un peu abandonné. Délaissé, oui. Et lorsqu'on voit les livres de Boulanger, ou de Marguerite Yourcenar, ou de Georges Amado, ou de Georges-Louis Borges... Bien sûr, et je suis content parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé les nouvelles. Michel Tournier, Janco encore récemment. Oui, très belle. J'ai toujours aimé la nouvelle, j'ai lu avec un ravissement, ça a été un choc pour moi, les nouvelles de Salinger, Un jour rêvé pour le poisson banane, ça m'a beaucoup impressionné. Et je me suis dit que j'en écrirais un jour lorsque je serai un tout petit peu installé, parce qu'un jeune écrivain ne peut pas écrire de nouvelles. Pour quelle raison? Parce que son éditeur son éditeur n'en vendra pas, quoi. Même si elles sont très très bonnes, un type qui est complètement inconnu du milieu littéraire et des lecteurs, donc, ne peut pas vendre de nouvelles s'il démarre là-dessus. Il faut déjà être un peu installé dans la profession d'écrivain.
Vous vous croyez installé, vous, Guy Lagorce? Oh, on n'est jamais installé, Jacques. A quand même prix des maisons de la presse, prix Case, prix Goncourt, Oui. Goncourt de la Nouvelle. Ça, c'est pour embêter mon instituteur, je vous dis uniquement. Vraiment, il vit, votre instituteur? Oui. Vous avez des relations avec lui? Oui, vous avez non, des conversations? Il est content, il a dit « Ah, mais tu étais compliqué, tu sais, c'était pas facile de t'apprendre quoi que ce soit. » Je lui dis « Mais vous voyez, ça vous fait plaisir maintenant ?» Il me dit « Oui, ça me fait plaisir, donc c'est la paix. » Oui, mais lorsqu'on dit c'est la revanche du cancre, si c'est une humilité qui ressemble à un peu de vanité, non? Et oui, on a toujours ces petites vanités, non, c'est vrai, on a toujours ces petites vanités. Vous savez, quand vous êtes fait, ça dure longtemps l'école aussi, hein. Quand on dit tu feras jamais rien, nanana. Je ne sais pas si vous avez été brillant sujet, mais lorsqu'on n'est pas très brillant sujet, l'école n'est pas toujours commode. On vous prédit les galères. Il y a la question, il y a même les questions. Alors, lorsqu'on regarde les champions, qui les fait courir, qui les fait souffrir, qui les fait se battre, qui leur fait frôler la mort, ou qui les entraîne à courir du côté du désastre? Car lorsqu'on regarde les pilotes automobiles, par exemple, lorsqu'on sait le nombre de ceux qui, hélas, ont disparu en course. On dit que ce sont des monoplaces, en fait, il y a deux places, il y a celle du mort à côté qui est là tout le temps. C'est vivre intensément, jusqu'à en mourir. C'est vivre, c'est la force de l'instinct, c'est la force de vie qui peut aller, eh bien mon Dieu, jusqu'au paradoxe de la mort. Ça doit aller jusque-là? C'est-à-dire vivre complètement. Vous ne comprenez pas ceux qui vivent petitement? Je les comprends, et d'une certaine manière, je les plains, parce que, après tout, la vie ne dure pas si longtemps. Mais vous les plaignez quand même. Et c'est une forme d'élitisme encore. Si vous voulez, je les plains, mais je me dis peut-être, après tout, ils sont bien comme ça, mais c'est dommage qu'on a une barque près du rivage, de monter dans la barque et de ne jamais couper l'amarre. C'est dommage, peut-être que ce n'est pas beau de l'autre côté, mais peut-être que c'est beau, allons voir. Et puis il y a ce sport de haute compétition qui laisse apparaître très souvent des fissures. Et ces fissures, vous les connaissez bien, ce sont et la combine et la haine, pour en oublier quelques autres qui sont encore plus redoutables. Mais que de combines. Alors, y a-t-il autant de combines dans la vie? Je le crois d'ailleurs. Bien sûr, oui, je crois. Et d'une certaine manière, l'argent a été une bonne chose, parce que lorsqu'on sait l'importance d'un tournoi comme celui auquel nous assistons en ce moment, que le garçon qui va le gagner va voir sa cote à l'Argus monter si haut qu'il ne sera jamais assez riche pour vendre sa chance. C'est tellement important de gagner ici que peut-être dans des petits tournois, s'il va faire des tournois de plage, comme on dit, il pourra la vendre, sa chance. Et là, mais après tout, si les spectateurs sont dupes, tant pis pour eux. Vous remarquez que les journaux en parlent très peu de ces petits tournois. Mais ici, il n'y aura jamais assez d'argent pour acheter une victoire à Roland-Garros. Ça, je ne le crois pas. Et le tennis, il gagne dans cette affaire. Et le tennis, il gagne. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. L'argent existe maintenant. Mais aussi, le tennis doit devenir populaire, car encore, pour entrer dans certains clubs, le tennis encore devient populaire. Mais regardez par exemple le golf. Ça pour entrer dans certains clubs, c'est vraiment pas possible. En France, oui, mais moi je connais assez bien le Canada et les États-Unis. Il y a beaucoup de golf. Et vous savez, en France, oui, là-bas, je vous retournerai la question en disant, pour faire bâtir une maison, pour acheter un terrain en France, c'est terrifiant. La France est probablement le pays du monde où le terrain vaut le plus cher. Pourquoi ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un économiste, je ne peux pas répondre immédiatement à la question, mais c'est comme ça. Alors en France, pour faire un golf, lorsqu'on sait le prix du terrain, le golf en a pour un moment, malheureusement, parce que c'est un sport très agréable, avant de pouvoir être à la portée de tous. Mais j'ai vu au Canada, sur des golfs moins beaux que ceux qu'on a l'habitude de voir en France, mais des golfs vraiment populaires où on fait la queue, les gens arrivent en Bermuda, avec le truc sur l'épaule, le club sur le... C'est très sympathique. Et bon, on voit maintenant en banlieue, je crois que on peut commencer à jouer au tennis sans être quelqu'un de très riche maintenant. Alors j'ai entendu des conversations, car il est important de savoir écouter, et j'ai vu des jeunes femmes, des jeunes hommes, je ne dis pas des gens âgés, dire, dans les endroits d'ailleurs les mieux placés ici à Roland-Garros, on se conduit mal maintenant dans le public, il y a des gens qui sont torse nus, on crie, cela fait partie quand même d'une vie aussi. Écoutez, moi je trouve scandaleux qu'on accuse le public de quoi que ce soit ici, parce que... Alors, est-ce que l'esprit du sacré qui fuit l'église se serait réfugié dans les stades? Les gens ne se sont pas mal conduits, les gens ont manifesté, parce que mon Dieu, le sport c'est la vie, et ce n'est quand même pas la messe papale. On a le droit encore d'applaudir et de dire qu'on n'est pas content ou qu'on est content. Le jour où il y aura le silence complet à Roland-Garros, ce sera le silence des cimetières. Oui. C'est parce que plus ça n'intéressera plus personne. Alors, je crois qu'il est très snob de dire que ce public est dégoûtant. Ce public est le public, il existe avec ses qualités et ses défauts, il fait partie de la vie. Et mon Dieu, qu'il vive et que le tennis vive. Guy Lagorce, lorsque vous écrivez dans les journaux, et en ce moment au Figaro, vous écrivez différemment d'il y a quelques années parce que justement vous avez pris une dimension d'écrivain. Vous vous appliquez un peu plus? J'espère que je m'applique un peu plus, et je crois qu'à force d'écrire, on finit comme, d'une certaine manière, les champions par avoir le geste apuré. Je crois que la beauté dans l'écriture, en peinture et ailleurs,
la simplicité. Et puisque nous sommes au tennis, que préférez-vous, le coup droit ou le revers? Le coup droit. Merci Guy Lagorce. Il va être maintenant 18h. Je rappelle que vous avez écrit chez Julliard Les Héroïques. Je rappelle également que ce recueil de 13 nouvelles a obtenu le prix Goncourt de la nouvelle. Et je recommande votre livre parce qu'il est beau. Merci Guy Lagorce. Et demain, nous aurons un autre rendez-vous. Encore ici à Roland-Garros, où se dérouleront d'ailleurs les demi-finales importantes. Et demain, je recevrai un homme qui a été un bel acteur, qui est toujours un bel acteur de la comédie française, mais qui a quitté la comédie française, qui a décidé maintenant de faire cavalier seul. Il s'agit de Francis Perrin, qui un peu sur le tard s'est mis au tennis, mais qui en peu de temps est devenu non pas un champion, mais un homme qui sait s'amuser avec la discipline qu'il a choisie. Guy Lagorce, merci, à demain, bonsoir.